Résumé de L'art de vivre d'Arnold Bennett. Introduction. Redécouvrir la richesse de chaque jour. Dans le tourbillon incessant de nos vies modernes, une plainte universelle résonne comme un écho permanent. Je n'ai pas le temps. Nous nous sentons souvent submergés, courant d'une tâche à l'autre, nos journées s'évaporant avant même que nous ayons pu saisir leur essence. Pourtant, au milieu de cette frénésie, une vérité simple et puissante demeure. Une vérité que Arnold Bennett a brillamment mise en lumière il y a plus d'un siècle dans son œuvre intemporelle, l'art de vivre. Bennett nous confronte à un paradoxe fascinant. Nous possédons tous la même quantité de temps, 24 heures par jour, ni plus ni moins. La véritable richesse n'est donc pas dans le fait d'avoir plus de temps, ce qui est impossible, mais dans la manière dont nous choisissons d'utiliser ce capital universellement distribué. Pour lui, la sensation de manquer de temps n'est pas une fatalité, mais une illusion qui masque notre propre manque de maîtrise. Ce livre, bien que rédigé à une époque différente, offre une sagesse étonnamment pertinente pour notre quotidien actuel. Il ne propose pas des astuces de productivité éphémères, mais une philosophie profonde et pragmatique pour transformer notre rapport au temps et, par extension, à la vie elle-même. Bennett nous invite à une révolution silencieuse, celle de reprendre les rênes de nos 24 heures pour en faire le terreau d'une existence riche, épanouie et pleine de sens. À travers cette exploration chapitre par chapitre, nous plongerons dans les principes fondamentaux de l'art de vivre. Nous découvrirons comment démasquer les mythes du temps, éveiller notre conscience à la valeur de chaque instant, structurer nos heures après le travail pour une croissance personnelle, cultiver notre esprit par la lecture et la réflexion, embrasser une discipline douce, nous libérer des distractions modernes et trouver le pouvoir transformateur du silence et de l'introspection. L'objectif ultime ? Apprendre à vivre intensément chaque jour ordinaire, à apporter une qualité nouvelle à chaque action, et à faire de notre vie une œuvre consciente et délibérée. Êtes-vous prêt à redécouvrir la richesse insoupçonnée de vos propres 24 heures? Avant de plonger au cœur du premier chapitre et d'explorer comment Arnold Bennett nous invite à repenser notre rapport au temps, je tiens à vous adresser un mot. Si cette introduction a déjà éveillé en vous une nouvelle perspective et que vous êtes prêt à transformer votre quotidien, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en vous abonnant. Votre engagement est le moteur qui nous permet de continuer à partager ces pépites de sagesse et à construire ensemble une vie plus intentionnelle. Chapitre 1. Le temps, la seule richesse universelle. Pourquoi chaque être humain possède exactement 24 heures et comment cette richesse est souvent gaspillée. Dans la grande symphonie de l'existence, il existe une vérité fondamentale. Un principe d'équité absolue qui régit la vie de chaque être humain sur cette planète, indépendamment de sa naissance, de sa fortune, de son statut social ou de son intelligence. Le temps. Chaque individu, sans exception, reçoit au début de chaque nouvelle journée un don inestimable et d'une valeur égale. 24 heures. Ni plus, ni moins. Le plus puissant des monarques ne peut en acquérir une seule minute supplémentaire, et le plus humble des mendiants n'en possède pas une de moins. Cette uniformité dans la distribution du temps est la seule richesse véritablement universelle, le dénominateur commun de toute l'humanité. Pourtant, malgré son caractère irremplaçable et sa distribution parfaitement équitable, cette richesse est, pour la grande majorité d'entre nous, la plus gaspillée, la plus mal gérée, la moins valorisée. C'est le point de départ de la philosophie d'Arnold Bennett, une observation cinglante mais libératrice qui nous pousse à regarder en face notre propre rapport à cette ressource précieuse. La nature du temps est paradoxale. Il est à la fois illimité dans son flux éternel et désespérément fini dans notre expérience individuelle. Nous percevons le temps comme une ligne droite qui s'étend devant nous, mais en réalité, il est une succession de maintenant fuyants, des présents qui s'évanouissent à chaque instant. Chaque seconde qui s'écoule est irrécupérable. On ne peut pas la stocker, l'économiser pour plus tard, la mettre de côté comme on le ferait avec de l'argent. Elle doit être dépensée au moment même où elle est reçue. Cette réalité implacable devrait, en théorie, nous inciter à une vigilance extrême dans son utilisation. Or, c'est rarement le cas. Nous vivons souvent comme si nous avions une réserve inépuisable, nous permettant le luxe de la procrastination, de la distraction sans fin, ou de la simple inattention.
Pourquoi cette richesse est-elle si souvent gaspillée? La raison principale réside dans une profonde méprise de sa nature. Nous associons la richesse à la matière, à l'argent, aux possessions. Nous comprenons intuitivement la valeur d'une pièce d'or ou d'un billet de banque, car ils sont tangibles et peuvent être échangés contre des biens ou des services. Le temps, lui, est intangible. Il ne peut être ni vendu ni acheté directement. Il ne se manifeste pas sous une forme physique que nous pouvons tenir dans nos mains. Cette abstraction le rend insidieusement facile à ignorer, à dévaluer. Nous le laissons s'échapper par les fissures d'une journée non planifiée, d'une heure perdue devant un écran, d'une succession d'activités sans but réel. De plus, la culture moderne, malgré son obsession apparente pour l'efficacité et la rapidité, contribue ironiquement à ce gaspillage. Nous sommes constamment sollicités, bombardés d'informations, d'obligations et de divertissements. Chaque notification, chaque urgence dictée par le monde extérieur, chaque scroll infini sur les réseaux sociaux, grignote de précieuses parcelles de nos 24 heures. Nous sommes conditionnés à la réactivité plutôt qu'à l'intentionnalité. Le temps est perçu comme une denrée à remplir, plutôt qu'un espace à façonner avec discernement. Nous sommes si occupés à faire des choses que nous oublions souvent de faire la vie que nous désirons réellement. Bennett nous invite à un exercice de prise de conscience radicale. Il nous demande de cesser de penser au temps comme à quelque chose que nous manquons et de commencer à le voir comme le don le plus précieux que nous ayons jamais reçu. Chaque matin, au réveil, nous sommes les bénéficiaires d'une allocation parfaitement égale à celle de n'importe qui d'autre sur Terre. Cette simple vérité est le point de départ de toute maîtrise de soi. Si nous acceptons que nous possédons déjà toute la richesse temporelle possible, alors la question n'est plus comment en obtenir plus, mais comment utiliser ce que je possède déjà avec une sagesse et une intention maximale. Le gaspillage du temps ne se manifeste pas toujours par des activités ostensiblement futiles. Il peut se cacher dans une surcharge de travail sans joie, dans des obligations sociales qui ne nous nourrissent pas, ou même dans une quête incessante de productivité qui nous éloigne de l'essence même de l'existence. Le temps gaspillé, c'est tout instant où nous ne sommes pas consciemment engagés dans une activité qui nourrit notre esprit, notre corps ou notre âme, ou qui ne nous rapproche pas de nos objectifs les plus profonds. C'est le temps que nous laissons s'écouler sans direction, sans intention, sans le moindre soupçon de sa valeur irrécupérable. La première étape pour cesser de gaspiller cette richesse est de la reconnaître, de la regarder non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité illimitée. 24 heures, 144 minutes, 8640 secondes, chaque jour. C'est le terrain de jeu sur lequel se déroule notre vie. C'est la matière première brute de notre existence. Si nous désirons construire une vie de sens, de plénitude et d'accomplissement, nous devons commencer par valoriser cette matière première au-dessus de tout. C'est la seule chose qui, une fois dépensée, ne peut jamais être remplacée. Les occasions perdues peuvent être regrettées, mais le temps perdu est définitivement parti. Bennett ne cherche pas à nous culpabiliser, mais à nous réveiller. Il souhaite que nous saisissions l'urgence de cette réalité et que nous transformions notre désinvolture habituelle en une appréciation profonde et une intentionnalité aiguë. Le temps n'est pas une contrainte, mais un cadeau. Chaque seconde est une nouvelle opportunité de vivre, d'apprendre, de créer, de donner, d'être. C'est cette prise de conscience radicale de la valeur universelle du temps qui pose les fondations de tout le reste, nous préparant à démanteler l'illusion de son manque et à embrasser la pleine maîtrise de nos 24 heures quotidiennes. En acceptant cette vérité fondamentale, nous ouvrons la porte à une transformation profonde de notre rapport à la vie elle-même. Chapitre 2. L'illusion du manque de temps. Ce n'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne le maîtrise pas. Après avoir reconnu que les 24 heures quotidiennes constituent la seule richesse universelle et équitablement distribuée, nous nous heurtons souvent à une contradiction flagrante dans notre discours et notre ressenti, l'omniprésente plainte du « manque de temps ». Cette phrase, prononcée avec un soupir de résignation, est devenue le mantra de notre époque trépidante. Nous la brandissons comme une excuse universelle pour ne pas poursuivre nos rêves, pour ne pas apprendre cette nouvelle langue, pour ne pas lire ce livre qui nous appelle,
pour ne pas passer du temps de qualité avec nos proches ou simplement pour ne pas nous engager dans une introspection nécessaire. Mais, comme le souligne Arnold Bennett avec une clarté désarmante, cette perception est, en grande partie, une illusion. Ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous manquons de maîtrise sur le temps que nous possédons déjà. L'illusion du manque de temps est une construction mentale, une échappatoire commode qui nous dispense d'assumer la pleine responsabilité de nos choix. Si nous n'avons pas le temps, alors la faute n'est pas la nôtre, mais celle d'une force extérieure implacable. C'est une victimisation confortable qui nous permet d'éviter l'inconfort de l'autodiscipline et de la prise de décision. Le paradoxe est frappant, nous affirmons manquer de temps alors que la plupart d'entre nous consacrent chaque jour des heures considérables à des activités qui ne nourrissent ni notre âme, ni notre esprit, ni nos objectifs profonds. Ces heures sont englouties par la distraction passive, l'errance mentale, les tâches non essentielles ou la simple indécision. L'illusion ne tient pas à la quantité de temps disponible, qui est fixe, mais à la qualité de notre conscience et de notre intention dans son utilisation. La distinction cruciale ici est celle entre être occupé et être maître de son temps. Le monde est rempli de personnes occupées, constamment en mouvement, jonglant avec 1000 tâches, mais qui au fond se sentent vides, épuisées et éloignées de leurs aspirations véritables. Leur emploi du temps est dicté par les urgences d'autrui, les notifications incessantes, les caprices du moment. Ils réagissent plutôt qu'ils n'agissent. Être occupé n'est pas un signe d'efficacité ou d'accomplissement. C'est souvent le signe d'un manque de direction et de maîtrise. Le vrai manque n'est pas celui des heures, mais celui de la souveraineté personnelle sur ces heures. Bennett nous invite à un examen de conscience impitoyable. Qu'avons-nous fait de nos dernières 24 heures ? Avons-nous consciemment choisi où chaque bloc de temps serait investi ou l'avons-nous laissé s'écouler entre nos doigts comme du sable? La plupart des gens, et c'est un point central de la thèse de Bennett, ne gèrent pas leurs minutes comme ils gèrent leur argent. S'ils recevaient une somme d'argent conséquente, ils la planifieraient, la budgétiseraient, la placeraient ou l'investiraient avec soin. Mais avec le temps, le bien le plus précieux, nous adoptons une attitude de gaspillage, une négligence presque criminelle. Nous le dépensons sans compter, sans réfléchir au retour qu'il pourrait nous offrir en termes de croissance personnelle, de joie ou d'accomplissement. L'une des manifestations les plus insidieuses de cette illusion est la manière dont nous abordons notre temps libre, en particulier nos soirées après le travail. Pour beaucoup, la fin de la journée professionnelle marque le début d'une période de relâchement total, de décompression passive. La télévision, les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou simplement l'errance sans but deviennent les maîtres de ces heures précieuses. Il ne s'agit pas de diaboliser le repos ou le divertissement qui sont essentiels. Mais il s'agit de reconnaître que ce temps, bien souvent, n'est pas choisi consciemment pour le repos ou le divertissement, mais qu'il est subi par habitude, par fatigue mentale, par un manque de vision claire de ce que nous pourrions en faire. Bennett le souligne, la plupart des gens se contentent de laisser le temps les traverser au lieu de le saisir. La maîtrise du temps, selon Bennett, n'est pas une question d'horaire rigide ou de minutage extrême. C'est avant tout une question de mentalité. C'est l'attitude d'une personne qui reconnaît la valeur inestimable de chaque minute et qui décide d'en être le steward conscient. C'est la décision de ne plus être la victime du temps qui passe, mais d'en devenir le maître. Cette maîtrise ne signifie pas que nous pouvons allonger les journées, mais que nous pouvons influencer la qualité et la direction des heures qui nous sont allouées. C'est le pouvoir de décider comment dépenser notre capital temps pour qu'il nous apporte le plus grand rendement personnel et spirituel. Pourquoi cette illusion perdure-t-elle ? Plusieurs facteurs psychologiques y contribuent. Premièrement, l'évitement de la responsabilité. Affirmer « je n'ai pas le temps » est une échappatoire qui nous protège de l'inconfort de l'autodiscipline. Si nous admettions que nous avons le temps mais que nous ne l'utilisons pas bien, nous serions confrontés à nos propres manquements, à nos peurs de l'échec ou de l'effort. Deuxièmement, la peur de l'engagement. S'engager à utiliser son temps de manière significative implique de faire des choix, de dire non à certaines distractions, de s'investir dans des activités qui peuvent être exigeantes. C'est plus facile de se plaindre du manque de temps que d'assumer ses engagements. Troisièmement,
la passivité induite par la fatigue. Après une longue journée de travail, notre énergie mentale est souvent au plus bas. Le chemin de moindre résistance est de se laisser porter par le divertissement passif plutôt que d'engager notre esprit dans une activité plus stimulante mais plus exigeante. Bennett ne nie pas la fatigue, mais il questionne sa gestion et la possibilité de la dépasser par un usage judicieux des premières heures libres du soir. Quatrièmement, le manque de clarté sur nos priorités. Si nous ne savons pas ce qui est réellement important pour nous, si nos objectifs ne sont pas clairs, alors notre temps n'aura pas de direction et sera facilement aspiré par ce qui est urgent mais non essentiel, ou par ce qui nous est présenté par autrui. Briser l'illusion du manque de temps exige un acte de courage. Cela demande de regarder honnêtement comment nous dépensons nos heures, de reconnaître les fuites et de prendre la décision consciente de reprendre les rênes. Cela implique de passer d'une mentalité de consommateur de temps à celle de créateur de vie. Il ne s'agit pas de remplir chaque minute avec plus de tâches, mais de la remplir avec plus d'intention, plus de sens, plus de vie. Bennett nous met au défi. Le temps que nous avons est suffisant pour tout ce qui compte vraiment. La preuve en est que d'autres, avec exactement les mêmes 24 heures, parviennent à des accomplissements remarquables, à une culture personnelle profonde et à une vie équilibrée. Leur secret n'est pas d'avoir plus de temps, mais de l'avoir maîtrisé. Ils ont compris que le temps est un allié potentiel, et non un ennemi qui les harcèle. En définitive, le manque de temps est une fiction, un voile que nous tissons pour masquer notre manque de maîtrise. Le premier pas vers une vie transformée n'est pas de chercher plus d'heures, mais de déclarer la souveraineté sur celle que nous possédons déjà. C'est en démantelant cette illusion que nous nous ouvrons à la possibilité de vivre pleinement chaque jour ordinaire, et de faire de nos 24 heures quotidiennes le socle d'une existence riche, profonde et significative. La véritable richesse ne se mesure pas en possession matérielle, mais en la qualité et l'intensité des moments que nous créons avec le don universel du temps. Chapitre 3. L'éveil de la conscience au quotidien. Comment devenir plus présent et attentif à chaque moment de sa journée? Ayant démasqué l'illusion du manque de temps et affirmé notre souveraineté sur nos 24 heures quotidiennes, la question se pose. Comment transformer cette prise de conscience en une réalité tangible? La réponse réside dans un concept fondamental, souvent négligé dans nos vies trépidantes. L'éveil de la conscience au quotidien. Il ne s'agit pas d'une doctrine ésotérique ou d'une pratique mystique complexe, mais d'une discipline éminemment pratique et accessible à tous. Comment devenir plus présent, plus attentif, plus engagé à chaque moment de sa journée, même et surtout dans les instants les plus ordinaires. Arnold Bennett, avec sa sagesse pragmatique, nous invite à sortir de la léthargie mentale qui caractérise une grande partie de nos existences pour embrasser pleinement le maintenant. La majeure partie de l'humanité traverse ses journées comme des somnambules, le corps présent, mais l'esprit ailleurs. Nous mangeons sans goûter, nous marchons sans voir, nous écoutons sans entendre. Nos pensées divaguent entre les regrets du passé et les anxiétés du futur, rarement ancrées dans la seule réalité que nous possédons, l'instant présent. Cette somnolence de la conscience est la principale coupable du sentiment que le temps s'échappe, que la vie file à toute vitesse sans que nous n'en ayons profité. Lorsque nous ne sommes pas pleinement présents à ce que nous faisons, à ce que nous vivons, les minutes et les heures se dissolvent, laissant derrière elles un vague sentiment de vide, une impression de ne pas avoir vraiment vécu. C'est comme regarder un film sans être vraiment attentif. Les images défilent, l'histoire se déroule, mais l'expérience émotionnelle et intellectuelle reste superficielle, voire absente. L'éveil de la conscience, c'est l'antidote à cette léthargie. C'est l'acte délibéré de ramener son esprit à l'activité en cours, de concentrer son attention sur le moment présent, quels que soient les bruits, les pensées ou les distractions. Cela signifie goûter pleinement son repas, sentir la texture de ses vêtements, observer les nuances du ciel, écouter attentivement la personne qui parle, ressentir les sensations de son corps en mouvement. Ce n'est pas une course à la productivité, mais une quête d'intensité et de qualité dans l'expérience de vie. Chaque moment conscient est un moment vécu, un moment qui compte, qui s'inscrit dans la mémoire et nourrit l'âme. Bennett, bien que n'utilisant pas le terme pleine conscience au sens bouddhiste moderne, en décrit la pratique essentielle.
Pour lui, il s'agit d'une discipline intellectuelle et morale. Il encourage à exercer sa volonté et son attention comme des muscles. L'esprit est un outil puissant, mais s'il n'est pas dirigé, il divague, s'ennuie ou se laisse happer par les distractions. L'éveil de la conscience est l'entraînement de cet esprit, le ramenant patiemment à la tâche, à l'observation, à la sensation. Comment cultiver cette présence et cette attention au quotidien? L'observation consciente des rituels. Quotidien. Commencez par les activités les plus banales. Lorsque vous vous brossez les dents, êtes-vous pleinement conscient de chaque mouvement, du goût du dentifrice, de la sensation de la brosse? Lorsque vous prenez votre douche, sentez-vous vraiment l'eau sur votre peau, la chaleur, les odeurs? Ces petits rituels, souvent exécutés en mode automatique, sont des opportunités manquées d'être présents. En les abordant avec une attention nouvelle, vous entraînez votre esprit à être là. La petite mort, quotidienne. Bennett suggère une méthode radicale pour les moments de transition. Il parle d'une petite mort pour la journée de travail une fois celle-ci terminée. Il s'agit de couper mentalement avec les préoccupations du bureau. Pour nous, cela peut se traduire par des micro-pauses conscientes. Avant d'ouvrir votre porte d'entrée le soir, prenez une profonde inspiration, expirez les soucis de la journée et décidez d'être pleinement présent pour les heures à venir. Avant de passer d'une tâche à une autre, accordez-vous quelques secondes pour faire le vide et rediriger votre attention. L'écoute active et la conversation consciente. Dans nos interactions, nous sommes souvent plus préoccupés par ce que nous allons dire ensuite que par ce que l'autre dit réellement. Pratiquez l'écoute active. Donnez toute votre attention à la personne qui parle, sans jugement, sans anticiper, en étant pleinement là pour elle. De même, engagez-vous dans des conversations avec une intention de présence, en savourant l'échange plutôt qu'en cherchant à atteindre un but précis. Le goût de l'alimentation. Manger en conscience est une pratique puissante. Au lieu de dévorer votre repas devant un écran, prenez le temps de regarder votre assiette, de sentir les arômes, de mâcher lentement, de savourer chaque bouchée. Cette pratique simple transforme un acte mécanique en une expérience sensorielle riche et nourrissante. La marche consciente. Que ce soit pour vous rendre au travail, faire une course ou une simple promenade, essayez de marcher en étant pleinement conscient de chaque pas, du contact de vos pieds avec le sol, des sensations dans votre corps, des sons, des odeurs, des couleurs qui vous entourent. C'est une méditation en mouvement qui ancre l'esprit dans le présent. L'observation de soi. Devenez un observateur neutre de vos propres pensées et émotions. Sans jugement, notez simplement ce qui se passe dans votre esprit. Êtes-vous en train de vous inquiéter, de vous souvenir, de juger? Cette simple observation vous donne un pouvoir immense sur votre monde intérieur, vous permettant de choisir où diriger votre attention. Le monotâche délibéré. Dans un monde qui glorifie le multitâche, Bennett et la science moderne nous rappellent la valeur inestimable de se concentrer sur une seule chose à la fois. Lorsque vous travaillez, travaillez. Lorsque vous lisez, lisez. Lorsque vous vous reposez, reposez-vous. Le fait de fragmenter votre attention dilue votre expérience et réduit la qualité de votre présence. Les bénéfices de l'éveil de la conscience sont multiples et profonds. Premièrement, le temps semble paradoxalement s'étirer. Lorsque vous êtes pleinement présent, les moments prennent plus d'ampleur, ils sont plus riches en informations et en sensations, et par conséquent, ils semblent plus longs, plus pleins. Une heure de présence consciente vaut souvent plus que plusieurs heures passées en mode automatique. Deuxièmement, cette pratique augmente la qualité de votre vie. Chaque instant, même le plus banal, peut devenir une source de joie, de découverte et de gratitude. La vie ne se limite plus aux grands événements, mais se révèle dans les petits miracles du quotidien. Troisièmement, elle réduit le stress et l'anxiété. Une grande partie de nos souffrances provient de notre mental qui s'accroche au passé ou s'inquiète du futur. En ramenant l'attention au présent, nous nous libérons de ces chaînes mentales. Quatrièmement, elle améliore notre capacité de décision et notre efficacité. Un esprit présent est un esprit plus clair, capable de discerner l'essentiel du superflu, de mieux résoudre les problèmes et d'agir avec plus de pertinence. Enfin, l'éveil de la conscience est la fondation de toute véritable maîtrise de soi. On ne peut maîtriser ce dont on n'est pas conscient.
En devenant plus attentifs à nos habitudes, à nos réactions, à nos choix, nous gagnons le pouvoir de les transformer. Le défi est constant car notre esprit est naturellement enclin à la distraction et à l'errance. Mais Bennett ne propose pas une perfection instantanée, mais une discipline continue, une pratique quotidienne. Chaque fois que l'esprit s'échappe, nous le ramenons doucement, sans jugement, à l'instant présent. C'est un entraînement, une musculation de l'attention. Et au fil du temps, ces petits actes de présence consciente s'additionnent, transformant progressivement le sentiment de courir après le temps en une sensation d'être pleinement vivant, un maître de ses 24 heures et de la qualité de son existence. C'est en faisant cela que le quotidien ordinaire se pare d'une qualité nouvelle, vibrante et infiniment enrichissante. Chapitre 4. Structurer son temps libre après le travail. Pourquoi les soirées sont le moment clé d'une vie transformée? Après avoir déconstruit l'illusion du manque de temps et commencé à éveiller notre conscience à la valeur de chaque instant, nous nous trouvons face à une question cruciale. Où et comment appliquer concrètement cette nouvelle lucidité pour bâtir une vie plus riche? Arnold Bennett pointe du doigt une période de la journée trop souvent sous-estimée, voire gaspillée, mais qui détient pourtant la clé d'une transformation profonde. Le temps libre après le travail, et plus particulièrement les soirées. Pour la plupart des gens, ces heures sont perçues comme une simple période de récupération, de divertissement passif ou de transition vers le sommeil. Pour Bennett, ces soirées sont le véritable champ de bataille où se gagne ou se perd la maîtrise de soi et la construction d'une vie intérieure significative. Elles sont le moment clé d'une vie transformée. Imaginez la journée typique d'un individu moderne. Les heures de travail sont souvent contraintes, dictées par des impératifs professionnels, des réunions, des délais, des interactions avec des collègues ou des clients. Nous y investissons une part considérable de notre énergie mentale et physique, souvent sous pression. Une fois cette période terminée, une sensation de libération nous envahit. Et c'est là que réside le piège. Cette libération est trop souvent interprétée comme une permission de se laisser aller, de relâcher toute discipline, de céder à l'inertie. La fatigue accumulée, le besoin de débrancher et la facilité des divertissements passifs prennent le dessus. La télévision, les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou simplement une errance mentale sans but remplissent ces heures qui, paradoxalement, sont les seules sur lesquelles nous avons une véritable autonomie. Bennett ne nie pas le besoin de repos, mais il argumente avec force que la fatigue dont nous souffrons après le travail n'est pas toujours une fatigue physique ou cérébrale totale. C'est souvent une fatigue de l'attention, une lassitude de la routine, une saturation des mêmes types d'efforts mentaux. Pour lui, la solution n'est pas de ne rien faire, mais de faire autre chose, d'engager notre esprit dans des activités différentes qui le stimulent sans le surcharger, qui le nourrissent plutôt que de l'épuiser davantage par une consommation passive. Le changement de travail mental est, en soi, un repos. Pourquoi les soirées sont-elles le moment clé de la transformation? Le capital de liberté inestimable? Hormis nos nuits de sommeil, les soirées sont la plus grande portion de temps sur laquelle nous avons un contrôle quasi total. Pendant la journée, nous sommes souvent des instruments au service des objectifs d'autrui ou des exigences de notre emploi. Mais les heures qui suivent, généralement entre 3 et 5 heures avant le sommeil, sont notre capital de liberté. Elles sont le terrain de jeu où se manifeste notre véritable individualité, loin des contraintes professionnelles. Le temps de la vraie vie. C'est durant ces soirées que l'on peut véritablement construire sa vie intérieure. La vie professionnelle nous permet de gagner notre vie. Les heures du soir nous permettent de vivre notre vie. C'est le moment idéal pour l'apprentissage, la réflexion, la lecture, la pratique d'un art, l'engagement dans une passion, la culture d'une pensée indépendante ou l'approfondissement de relations significatives. Ces activités, bien que non rémunérées, sont les véritables bâtisseurs de l'âme et de l'esprit. L'effet cumulatif puissant. Même une petite portion de temps, allouée avec intention chaque soir, se transforme en une force monumentale sur le long terme. Bennett parle de l'équivalent d'un 8e jour ajouté à votre semaine. Si vous consacrez ne serait-ce qu'1 heure et demie à 2 heures de vos soirées, 5 soirs par semaine, à une activité de développement personnel ou intellectuel, cela représente entre 7,5 et 10 heures par semaine.
Sur une année, cela équivaut à environ 400 à 500 heures, soit l'équivalent de plusieurs semaines de travail à temps plein, entièrement dédié à votre croissance. Imaginez ce que l'on peut accomplir avec un tel volume de temps intentionnellement dirigé. Une nouvelle langue apprise, un domaine d'études approfondi, un livre écrit, une compétence maîtrisée. La distinction mentale entre travail et vie personnelle. Structurer ces soirées permet de créer une frontière claire entre le rôle professionnel et l'identité personnelle. Plutôt que de laisser le stress ou les préoccupations du travail déborder sur tout le temps libre, une routine de soirée intentionnelle permet de fermer la porte au bureau et d'ouvrir celle de son monde intérieur. Les pièges des soirées non structurées, la raison pour laquelle la plupart des gens ne tirent pas parti de ce trésor réside dans le manque de structure et d'intention. L'absence de plan. Si rien n'est décidé à l'avance pour la soirée, l'inertie prend le dessus. On se retrouve à réagir aux sollicitations externes ou à l'ennui. La dictature de la fatigue. La conviction que l'on est trop fatigué pour faire quoi que ce soit d'autre que du divertissement passif. Bennett nous met au défi de tester cette fatigue. Souvent, elle est mentale et peut être dissipée par une activité mentale différente. La pression du divertissement. La société moderne nous pousse à la consommation de divertissements faciles d'accès, streaming, réseaux sociaux, qui, bien que plaisant à court terme, ne nourrit pas notre esprit sur le long terme. Le mythe de la récupération passive. La croyance que le seul moyen de récupérer est de ne rien faire de sérieux. Or, la récupération la plus efficace peut venir d'une activité passionnante qui vous ressource intellectuellement et émotionnellement. L'art de structurer, sans rigidité, son temps libre. Structurer ses soirées ne signifie pas les transformer en une extension rigide du bureau. Il s'agit plutôt d'infuser ces heures d'une intentionnalité douce, mais ferme. Décidez à l'avance. La clé est de ne pas laisser le hasard décider pour vous. Avant même que la soirée ne commence, ou idéalement le matin même, décidez d'une ou deux activités que vous souhaitez réaliser durant votre temps libre. Écrivez-le. Cette simple décision proactive réduit considérablement le risque de glisser dans la passivité. L'heure sacrée ou les heures. Bennett suggère de dédier 1 ou 2 heures en début de soirée, juste après le dîner et la période de décompression initiale, à l'activité choisie. C'est le moment où l'esprit est encore relativement frais et où la tentation de se laisser aller n'est pas encore insurmontable. Traitez ces heures comme un rendez-vous inaliénable avec vous-même, avec la même importance qu'un rendez-vous professionnel. La qualité plutôt que la quantité. Il ne s'agit pas de remplir chaque minute de la soirée. 1h30 de lecture concentrée et réflexive a infiniment plus de valeur que 3 heures de zapping télévisuel ou de navigation Internet sans but. La qualité de l'engagement dans l'activité est primordiale. Variété. Éclairé. N'hésitez pas à varier les plaisirs. Un soir, de la lecture. Un autre, une réflexion profonde sur un sujet précis. Un troisième, l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Un quatrième, une activité créative. Cette variété stimule l'esprit et prévient l'ennui. Commencez. Petit, bâtir grand. Ne visez pas la perfection dès le premier soir. Si l'idée de 2 heures d'activité intellectuelle vous semble insurmontable, commencez par 30 minutes ou même 15. L'important est la consistance. Une petite action régulière est infiniment plus puissante qu'un grand effort sporadique. Le rituel de transition. Mettez en place un petit rituel pour marquer la fin de la journée de travail et le début de votre temps personnel. Cela peut être une courte promenade, quelques minutes de silence, une boisson chaude ou changer de vêtements. Ce rituel signale à votre esprit que l'heure de la vraie vie commence. Surmontez la résistance et la fatigue. La plus grande barrière à la structuration des soirées est la résistance intérieure, souvent masquée par la fatigue. Bennett insiste sur le fait que la volonté peut être entraînée. Le simple fait de commencer l'activité choisie, même avec un certain effort initial, peut libérer une nouvelle énergie. L'excitation de l'apprentissage ou de la création peut dissiper la léthargie mentale plus efficacement que la simple passivité. Le sentiment d'accomplissement, même minime, procure une satisfaction qui se construit jour après jour, renforçant la motivation. En transformant nos soirées de temps perdu en temps investi, nous ne nous contentons pas d'optimiser notre emploi du temps.
Nous transformons la qualité de notre vie elle-même. C'est dans ces heures que nous nous construisons, que nous cultivons notre sagesse, que nous nourrissons notre âme et que nous donnons un sens profond à notre existence au-delà de nos obligations quotidiennes. Les soirées deviennent alors non plus une simple fin de journée, mais le véritable laboratoire où se forge une vie riche, pleine et maîtrisée, un jour à la fois. Chapitre 5. L'art d'intégrer la lecture, la réflexion et l'apprentissage. Cultiver son esprit au quotidien avec simplicité. Une fois que nous avons pris conscience de la valeur inestimable de chaque heure, démasqué l'illusion du manque de temps, éveillé notre conscience au quotidien et appris à structurer stratégiquement notre temps libre après le travail, la question naturelle qui se pose est: comment investir ces précieuses heures libérées pour notre enrichissement le plus profond? Arnold Bennett ne laisse planer aucun doute sur ce point essentiel. La transformation d'une vie ordinaire en une existence riche et maîtrisée passe inévitablement par l'art d'intégrer la lecture, la réflexion et l'apprentissage au quotidien. Il s'agit de cultiver son esprit avec une simplicité déconcertante, mais avec une discipline redoutable. Dans le monde moderne, l'activité intellectuelle, une fois les bancs de l'école ou de l'université quittés, est souvent reléguée au second plan, voire abandonnée. La curiosité s'émousse, remplacée par la passivité. Nous nous contentons de consommer de l'information superficielle ou du divertissement facile, laissant notre esprit pourtant capable de merveilles s'atrophier par manque d'exercice. L'esprit est comme un jardin. Si on ne le cultive pas délibérément, il se remplit rapidement de mauvaises herbes, pensées insignifiantes, distractions constantes, anxiété inutile. Bennett, avec sa clarté habituelle, nous rappelle que la diligence que nous appliquons à nos compétences professionnelles devrait être étendue à la culture de notre être intérieur. La lecture, le fondement de l'éveil intellectuel. La lecture est, selon Bennett, la pierre angulaire de cette cultivation. C'est l'un des moyens les plus accessibles et les plus puissants d'élargir nos horizons, d'accéder à la sagesse accumulée de l'humanité et de dialoguer avec les plus grands esprits qui nous ont précédés. Pourquoi lire? Lire, ce n'est pas seulement acquérir des informations, c'est affûter son esprit, enrichir son vocabulaire, développer sa capacité de concentration et de pensée critique. C'est se confronter à des perspectives différentes, comprendre des idées complexes, voyager à travers le temps et l'espace sans bouger de son fauteuil. C'est une conversation intime avec des géants qui peut nous révéler des vérités sur nous-mêmes et sur le monde que nous n'aurions jamais découvertes autrement. C'est la source d'une croissance continue qui dépasse largement les limites de notre expérience personnelle. Que lire? Bennett ne prône pas une lecture dénuée de but. Il nous incite à choisir des livres qui demandent un certain effort mental, qui nous poussent à la réflexion. Il s'agit de la littérature sérieuse. Les classiques, la philosophie, l'histoire, les sciences humaines, les œuvres qui ont traversé les âges parce qu'elles contiennent une sagesse universelle. Cela ne signifie pas bannir toute lecture légère, mais s'assurer qu'une part significative de notre temps de lecture est consacrée à des ouvrages qui nourrissent réellement notre intellect et notre âme. Comment lire? La qualité prime sur la quantité. Il ne s'agit pas de dévorer des livres à la chaîne, mais de les lire vraiment. Cela implique une lecture active, souligner, prendre des notes, s'arrêter pour réfléchir à un passage, relire les sections complexes. Traitez votre lecture comme une étude sérieuse, même si vous n'y consacrez que 30 minutes par jour. La lecture superficielle ne produit qu'une connaissance éphémère. Seule une lecture attentive et engagée permet d'intégrer les idées et de les transformer en sagesse personnelle. Surmonter la résistance. L'excuse du manque de temps est souvent la première, déjà démantelée. Vient ensuite « c'est trop difficile » ou « je suis trop fatigué ». Bennett nous rappelle que l'esprit, comme un muscle, s'atrophie s'il n'est pas exercé. Le fait de se lancer dans une lecture difficile peut initialement être un effort, mais cet effort est payant. Il développe la persévérance intellectuelle et libère une nouvelle énergie mentale, car un changement d'activité mentale est souvent plus reposant que la passivité. Commencez petit, avec un livre qui vous intéresse vraiment, et construisez l'habitude progressivement. La réflexion, la digestion du savoir en sagesse. La lecture est l'apport, la nourriture de l'esprit. Mais sans la réflexion,
elle reste une simple accumulation d'informations. La réflexion est le processus de digestion, de transformation du savoir brut en sagesse personnelle, en compréhension profonde. Qu'est-ce que la réflexion? C'est un acte délibéré de pensée. C'est prendre le temps de méditer sur les idées lues, de les connecter à vos propres expériences, de les questionner, de les synthétiser. C'est l'introspection, le fait de se demander « Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Comment puis-je appliquer cela à ma vie? Quelle est la véritable essence de cette idée ?» C'est le silence intérieur où les graines du savoir peuvent germer et s'épanouir. Comment réfléchir? La réflexion n'exige aucun outil sophistiqué. Elle peut se pratiquer pendant une marche, dans le silence d'une pièce ou même en cuisinant. Le journaling est un outil puissant pour structurer ses pensées. Écrire librement sur ce que l'on a lu, ce que l'on a appris, les questions qui nous traversent l'esprit. La contemplation silencieuse est également essentielle. Choisir une idée ou une citation et la laisser résonner en soi, en explorant toutes ses implications. Bennett suggère même de prendre la température de son esprit, de s'interroger sur ses pensées dominantes. L'importance cruciale. Sans réflexion, la lecture n'est qu'un divertissement sophistiqué. La réflexion est ce qui transforme l'information en connaissance, et la connaissance en sagesse applicable. Elle nous permet de développer une pensée structurée, indépendante et créative, thème du chapitre 7. Elle est le pont entre savoir et comprendre, entre comprendre et agir. C'est dans le silence de la réflexion que les grandes idées prennent forme et que les problèmes complexes trouvent des solutions inattendues. L'apprentissage. Une quête quotidienne de croissance. La lecture et la réflexion sont des composantes majeures de l'apprentissage, mais le terme apprentissage englobe une quête plus large de croissance et d'expansion de nos capacités. Au-delà de l'éducation formelle, l'apprentissage ne s'arrête pas avec un diplôme. Dans un monde en constante évolution, la formation continue est non seulement un atout professionnel, mais une nécessité pour maintenir la vitalité de l'esprit. Cela peut prendre la forme de cours en ligne, de documentaires pertinents, de podcasts éducatifs, ou même de conversations profondes avec des personnes qui nous inspirent. L'apprentissage pour l'enrichissement personnel. L'objectif n'est pas toujours l'avancement de carrière. Apprendre une nouvelle langue, une nouvelle compétence artistique, un instrument de musique ou se plonger dans un domaine qui nous passionne simplement pour le plaisir de la découverte sont des actes d'enrichissement personnel immenses. Ils nourrissent notre curiosité, développent de nouvelles connexions neuronales et apportent une joie profonde. Simplicité et intégration. L'art d'intégrer la lecture, la réflexion et l'apprentissage réside dans leur simplicité et leur régularité. Il n'est pas nécessaire de se lancer dans des projets colossaux. 30 minutes de lecture concentrée avant de dormir, 15 minutes de réflexion pendant la pause déjeuner ou l'écoute d'un podcast éducatif durant le trajet du matin sont des pratiques simples qui, par leur consistance, génèrent des résultats extraordinaires. C'est l'application directe de la structuration de notre temps libre. Cultiver son esprit au quotidien avec simplicité. La philosophie de Bennett est de rendre cette cultivation mentale accessible et non intimidante. La consistance plutôt que l'intensité. Mieux vaut une petite quantité de lecture et de réflexion chaque jour qu'une session intensive et sporadique. La régularité crée l'habitude, et l'habitude crée la transformation. Pas d'excuses. Bennett était féroce contre les excuses courantes. « Je ne suis pas assez intellectuel » est une fausse croyance. L'intellect se développe par l'exercice. « Je suis trop fatigué » est souvent une lassitude de la routine que l'engagement mental peut dissiper. La joie de la vie intellectuelle. Il est crucial de comprendre que cette cultivation de l'esprit n'est pas une corvée, mais une source profonde de satisfaction, de paix et de puissance mentale. C'est le moyen de donner une nouvelle dimension à notre existence, de la rendre plus riche, plus significative et plus passionnante. C'est une forme de liberté. En intégrant la lecture, la réflexion et l'apprentissage dans le tissu de notre quotidien, nous transformons nos heures libres en un laboratoire personnel de croissance. Nous cessons de subir le flux incessant d'informations externes pour devenir des architectes conscients de notre propre savoir et de notre propre sagesse. C'est en nourrissant notre esprit avec intention que nous nous forgeons une vie intérieure robuste, capable de naviguer les défis du monde avec clarté et sérénité,
et de vivre chaque jour avec une profondeur renouvelée. Chapitre 6. La discipline douce. Créer une routine inspirante. Après identifier le potentiel transformateur de nos soirées en les consacrant à la lecture, à la réflexion et à l'apprentissage, il est temps d'aborder la question cruciale de la pérennité de ces nouvelles pratiques. Comment ces élans vertueux ne restent-ils pas de simples résolutions éphémères, mais s'ancrent-ils durablement dans le tissu de notre quotidien? La réponse réside dans la discipline douce, l'art subtil de construire des habitudes qui élèvent notre être sans imposer une brutalité ou une rigidité qui mène inévitablement à l'abandon. Arnold Bennett, loin de prôner une ascèse monastique, nous guide vers une forme de discipline qui libère plutôt qu'elle ne contraint. La notion même de discipline évoque souvent chez nous des images de contraintes, d'efforts douloureux, de renoncements forcés. Nous l'associons à l'armée, à la souffrance de l'athlète ou à la rigueur d'une règle monacale. Cette perception négative conduit de nombreuses personnes à rejeter toute forme de discipline, la considérant comme l'antithèse de la liberté et du plaisir. Pourtant, Bennett nous invite à reconsidérer cette idée. Pour lui, la vraie liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la maîtrise de soi qui permet de poursuivre ses aspirations les plus hautes, de donner corps à ses intentions les plus nobles. Une vie sans discipline est une vie soumise aux caprices de l'humeur, aux impulsions du moment et aux distractions incessantes du monde extérieur. C'est une vie d'esclavage à nos propres faiblesses et non une vie de liberté. La discipline douce, telle que nous l'envisageons ici, est l'antithèse de la brutalité. Elle ne vise pas la perfection immédiate, mais la consistance bienveillante. Elle reconnaît que la force de la volonté est une ressource limitée et qu'il est plus judicieux de la préserver en transformant les actions désirables en habitudes automatiques. Il s'agit de construire des routines qui deviennent des alliés, des soutiens naturels à nos objectifs de croissance, plutôt que des tâches à affronter chaque jour avec une résistance farouche. C'est l'art de créer un élan, de construire un momentum qui porte nos efforts, sans que nous ayons à déployer une énergie colossale à chaque pas. Les principes de la discipline douce pour une routine inspirante. Commencez petit, pensez grand. La tentation est forte de vouloir tout changer du jour au lendemain. On se fixe des objectifs ambitieux. Lire 1 heure par jour, méditer 30 minutes, faire du sport quotidiennement. Ces résolutions spectaculaires échouent souvent parce qu'elles demandent un saut de volonté trop important. La discipline douce suggère de commencer par des micro-habitudes. Si vous visez 30 minutes de lecture, commencez par 5 minutes. L'important n'est pas la durée initiale, mais la régularité. Une fois que la routine de 5 minutes est solidement établie, il devient beaucoup plus facile de l'étendre progressivement. La victoire n'est pas dans la quantité, mais dans l'engagement quotidien. L'intentionnalité au cœur de la routine. Une routine inspirante n'est pas une liste de tâches sans âme. Elle est imprégnée d'une intention claire. Chaque élément de votre routine doit être connecté à un objectif plus grand, à une valeur personnelle, à la vision de la personne que vous aspirez à devenir. Lorsque la lecture n'est plus une obligation mais un rendez-vous avec la sagesse, lorsque la réflexion n'est plus une contrainte mais un dialogue avec votre âme, la discipline devient une évidence, un désir. Le pourquoi derrière l'habitude est le moteur de sa persistance. La ritualisation du temps précieux. Bennett, en insistant sur l'importance de consacrer des heures spécifiques de la soirée à la culture de soi, nous invite à ritualiser ce temps. Une routine se transforme en rituel lorsque vous y mettez une conscience et un respect particuliers. Par exemple, après le dîner et une brève période de détente, vous pourriez avoir un rituel de transition. Éteindre les lumières superflues, préparer une boisson chaude, vous asseoir dans votre fauteuil préféré, ouvrir le livre choisi. Ce rituel signale à votre esprit que c'est le moment sacré de l'apprentissage et de la croissance personnelle. Cela crée un ancrage psychologique qui facilite l'engagement. La flexibilité dans la persévérance. La discipline douce n'est pas rigide. La vie est imprévisible. Il y aura des jours où la routine sera bouleversée par des imprévus, la fatigue réelle ou des obligations inévitables. La clé n'est pas de ne jamais dévier, mais de ne jamais manquer 2 fois de suite. Si vous ratez votre séance de lecture un soir, pardonnez-vous et engagez-vous à la reprendre le lendemain.
La culpabilité est l'ennemi de la discipline. La bienveillance envers soi-même est son meilleur allié. C'est cette résilience, cette capacité à revenir sur le chemin qui construit la force à long terme. L'environnement comme facilitateur. Rendez le chemin de la discipline plus facile en optimisant votre environnement. Si vous voulez lire, assurez-vous que le livre est à portée de main, que votre espace de lecture est accueillant et sans distraction. Si vous voulez écrire, ouvrez votre carnet ou votre ordinateur avant même de vous asseoir. Moins il y a de friction pour commencer une activité, plus il est probable que vous la ferez. L'architecture de nos habitudes dépend beaucoup de l'architecture de notre environnement. La célébration des petites victoires, chaque fois que vous respectez votre routine, même pour une courte période, reconnaissez cette victoire. Il n'est pas nécessaire d'organiser une fête, mais un simple « bien joué, je l'ai fait » dans votre tête renforce le circuit de récompense de votre cerveau et augmente la motivation pour le lendemain. La discipline douce est un chemin de renforcement positif. Le pouvoir de la routine inspirante. L'intégration de la discipline douce dans la création de routines inspirantes produit des effets cumulatifs extraordinaires, transformant non seulement notre emploi du temps, mais aussi notre être profond. Réduction de la fatigue décisionnelle. Lorsque les actions sont automatisées par l'habitude, elles ne nécessitent plus de délibération consciente. Cela libère une énergie mentale précieuse qui peut être consacrée à des tâches plus complexes ou à la créativité. Construction de l'estime de soi. Chaque petite habitude maintenue renforce la confiance en notre capacité à nous fixer des objectifs et à les atteindre. Cela nourrit un sentiment de compétence et de maîtrise de soi. Expansion de l'espace mental. En structurant les activités de développement personnel, nous créons un espace mental dédié à la croissance. Plutôt que d'être constamment sollicités par l'extérieur, nous cultivons un sanctuaire intérieur de paix et de progression. Transformation profonde et silencieuse. Les changements les plus profonds sont rarement les plus spectaculaires. Ce sont les petits efforts constants, jour après jour, qui s'accumulent silencieusement pour créer des transformations massives au fil du temps. Lire quelques pages chaque soir, c'est un livre par semaine, 50 livres par an. 1 heure de réflexion par jour, c'est des mois de pensée profonde sur une année. C'est ainsi que l'on bâtit une culture personnelle robuste et une vie intérieure riche. La libération par la structure. Paradoxalement, la discipline douce n'est pas une entrave à la liberté, mais sa porte d'entrée. En nous libérant du chaos, de l'improvisation et de la dictature des impulsions, elle nous donne la liberté de choisir consciemment comment nous voulons vivre et de nous rapprocher de la personne que nous aspirons à être. Elle nous affranchit de la tyrannie du pas le temps pour nous offrir le règne de l'intention. Bennett nous enseigne que le secret d'une vie pleine ne réside pas dans la chance ou des circonstances extraordinaires, mais dans l'utilisation méthodique et inspirée du capital temps qui nous est donné chaque jour. La discipline douce est l'outil par excellence pour sculpter cette vie, pour transformer les heures ordinaires en moments de croissance extraordinaire et pour faire de chaque jour un pas délibéré vers notre plus haute version de nous-mêmes. Il s'agit de semer des graines de bonnes habitudes avec patience et persévérance et d'observer la magnifique récolte d'une vie vécue avec intention et plénitude. Chapitre 7. L'art de penser pour mieux vivre. Nous arrivons au cœur de ce qui distingue l'individu maître de sa vie, la capacité à penser. Non pas penser au sens courant du terme, car nos esprits sont constamment en activité, produisant un flux incessant de pensées, mais penser délibérément avec structure, indépendance et créativité. Arnold Bennett nous rappelle que l'art de vivre pleinement n'est pas seulement une question de gestion du temps ou d'activité, c'est avant tout une affaire de maîtrise de notre processus de pensée. La plupart des gens vivent dans une cacophonie mentale. Leurs pensées sont fragmentées, réactives, influencées par les dernières nouvelles, les opinions d'autrui, les publicités, les peurs latentes ou les désirs impulsifs. L'esprit est souvent un navire sans gouvernail, ballotté par les courants extérieurs et les tempêtes intérieures. Nous pensons à ce que nous avons mangé, à ce que nous devons faire, à ce que quelqu'un a dit, mais rarement de manière structurée et intentionnelle sur les questions profondes de notre existence ou les problèmes qui comptent vraiment. Cette absence de direction dans la pensée est l'une des plus grandes sources de confusion, d'anxiété et de vie inefficace.
Une vie non examinée, disait Socrate, ne vaut pas la peine d'être vécue. Et une vie sans pensée dirigée est une vie à peine examinée. Penser de manière structurée. La pensée structurée est l'acte de diriger son esprit avec un but précis, comme un architecte conçoit un bâtiment ou un stratège élabore un plan. C'est l'antidote à l'errance mentale. Premièrement, elle commence par la clarté. Avant de penser à un problème, définissez-le. Quelle est la question exacte que vous essayez de résoudre? Quelle décision devez-vous prendre? Quel concept voulez-vous vraiment comprendre? Une pensée claire est impossible sans une question claire. Deuxièmement, elle implique l'analyse. C'est la capacité de décomposer un problème complexe en éléments plus petits, plus gérables. C'est examiner chaque composante, identifier les relations de cause à effet et distinguer l'essentiel de l'accessoire. Troisièmement, la pensée structurée suit une logique. Elle évite les raccourcis émotionnels, les sophismes et les contradictions. Elle cherche la cohérence et la raison. C'est un exercice de rigueur mentale qui exige de suivre le fil de ses arguments sans se laisser égarer. Bennett insiste sur l'importance de consacrer des moments spécifiques à cette pensée sérieuse. Tout comme nous dédions du temps à la lecture, nous devrions allouer des plages horaires pour la réflexion profonde sur des sujets précis. Il ne s'agit pas de rêvasser, mais de s'engager dans un véritable travail mental, en se posant des questions, en explorant des solutions, en confrontant des idées. Cette pratique régulière renforce les capacités cognitives, améliore la mémoire et affûte le jugement. Penser de manière indépendante. L'une des plus grandes victoires qu'un individu puisse remporter est la liberté de penser. Dans un monde saturé d'informations et d'opinions, la tentation est forte de s'aligner sur la pensée dominante, de répéter les idées reçues, de suivre la foule. La pensée indépendante est le courage de remettre en question, d'évaluer par soi-même et de former ses propres conclusions, même si elles vont à l'encontre du consensus. Cela commence par le doute méthodique. Ne pas accepter une information pour vraie simplement parce qu'elle est répétée ou émane d'une autorité. Posez-vous des questions. Est-ce vrai? Sur quelle preuve repose cette affirmation? Quelles sont les alternatives? Quels sont les biais possibles? Le regard critique est essentiel. Apprendre à discerner les faits des opinions, les arguments solides des sophismes, les informations fiables des rumeurs. Cela nécessite une exposition à des perspectives diverses et la capacité de les comparer et de les contraster. L'originalité de pensée ne signifie pas toujours inventer quelque chose de nouveau, mais plutôt la capacité de voir les choses sous un angle différent, de faire des connexions uniques et de développer une compréhension qui vous est propre. C'est le fruit de la lecture qui nourrit l'esprit de diverses idées et de la réflexion qui les digère et les réarrange de manière personnelle. Bennett nous exhorte à nous libérer de la tyrannie de l'opinion publique. La peur d'être différent, la paresse intellectuelle et le désir d'appartenance nous poussent souvent à adopter des pensées qui ne sont pas les nôtres. Cultiver une pensée indépendante, c'est se forger une armature intellectuelle qui vous permet de vivre selon vos propres convictions et non celles imposées par la société. C'est une quête de vérité personnelle. Penser de manière créative. La pensée créative n'est pas l'apanage des artistes ou des génies. Elle est une capacité humaine fondamentale, essentielle pour résoudre les problèmes, innover et vivre une vie pleine de sens. C'est l'aptitude à générer de nouvelles idées, à voir des solutions là où d'autres ne voient que des impasses. Elle implique de connecter l'inconnectable. La créativité naît souvent de la juxtaposition d'idées ou de concepts qui, à première vue, n'ont aucun lien. C'est le moment Eureka où des éléments disparates se rejoignent pour former une nouvelle compréhension. Elle nécessite une ouverture d'esprit et une volonté d'expérimenter mentalement. Ne pas se limiter aux solutions évidentes ou aux chemins battus. Se permettre d'explorer des pistes audacieuses, même si elles semblent folles au début. La résolution de problèmes est au cœur de la pensée créative. Face à un défi, au lieu de se lamenter, l'esprit créatif cherche des angles d'attaque inédits, des solutions inattendues, des manières innovantes de contourner les obstacles. L'imagination est le carburant de la créativité. Il ne s'agit pas de s'évader dans le rêve,
mais d'utiliser son pouvoir imaginatif pour visualiser des possibilités, concevoir des scénarios et créer mentalement des réalités avant de les concrétiser. Cultivez cet art au quotidien. L'art de penser pour mieux vivre n'est pas une aptitude innée réservée à quelques-uns. C'est une compétence qui se développe avec la pratique et la discipline. Le temps de la pensée délibérée. Allouez des moments spécifiques dans votre routine structurée, chapitre 4, à la pensée pure. Cela peut être 15 minutes le matin en buvant votre café ou 30 minutes le soir dans un carnet. Ne laissez pas votre esprit divaguer. Donnez-lui un problème ou une question à explorer. Le carnet de pensée. Tenir un journal ou un carnet de notes est un outil puissant pour externaliser vos pensées. Écrivez les idées qui vous viennent, les questions, les problèmes, les solutions potentielles. L'acte d'écrire force à structurer la pensée et à la rendre plus concrète. Les questions puissantes. Entraînez-vous à poser de meilleures questions. Au lieu de « pourquoi cela ne marche-t-il pas ?», demandez « quelles sont les 3 approches différentes que je pourrais essayer ?» Au lieu de « que dois-je faire ?», demandez « quel est le meilleur usage que je puisse faire de ce moment précis pour atteindre mon objectif principal ?» La marche réflexive. Combinez l'activité physique avec la pensée concentrée. Une marche solitaire, sans distraction numérique, peut être un terrain fertile pour la réflexion structurée et la créativité. Le mouvement du corps peut libérer l'esprit. Cherchez la dissonance. Exposez-vous délibérément à des idées qui remettent en question vos propres croyances. Lisez des livres et écoutez des opinions qui vous mettent mal à l'aise, non pas pour être d'accord, mais pour aiguiser votre esprit critique et renforcer votre capacité à penser indépendamment. Acceptez l'inconfort mental. Penser de manière profonde est un travail. Cela demande un effort mental. Il y aura des moments de frustration, de blocage. La discipline consiste à persévérer à travers cet inconfort, sachant que la clarté et la percée se trouvent souvent de l'autre côté de cet effort. En maîtrisant l'art de penser, nous ne nous contentons pas de mieux gérer nos 24 heures, nous transformons la qualité de notre expérience de vie. Une pensée structurée nous offre la clarté et la direction. Une pensée indépendante nous confère la liberté et l'authenticité. Une pensée créative nous ouvre les portes de l'innovation et de la résolution de problèmes. En cultivant délibérément notre esprit, nous construisons une vie intérieure riche et robuste, capable de naviguer le monde avec sagesse, purpose et sérénité, transformant chaque jour ordinaire en une opportunité de croissance et de sens. C'est le fondement sur lequel repose une existence véritablement vécue et non simplement subie. Chapitre 8. Se libérer de la distraction moderne. Nous nous heurtons à un adversaire omniprésent et insidieux, la distraction. C'est l'ennemi juré de la concentration, de la profondeur de pensée et de l'action intentionnelle. Arnold Bennett, bien qu'ayant écrit il y a plus d'un siècle, avait déjà identifié les pièges du divertissement excessif, de l'ennui mal géré et de la fatigue mentale, des concepts qui résonnent avec une acuité particulière dans notre ère numérique saturée de sollicitations. Se libérer de la distraction, c'est récupérer la souveraineté sur notre attention, la monnaie la plus précieuse du XXIe siècle. La distraction n'est pas seulement externe, les notifications incessantes, les flux d'informations non sollicitées, les sirènes des réseaux sociaux, le bruit constant du monde. Elle est aussi profondément interne, la divagation de l'esprit, les pensées intrusives, l'anxiété qui nous pousse à fuir le moment présent, la procrastination qui se déguise en fausse urgence. La vie moderne, avec sa surabondance de stimuli, a exacerbé notre tendance naturelle à l'inattention. Nous sommes devenus des papillons attirés par chaque nouvelle lumière, incapables de nous fixer sur une fleur assez longtemps pour en extraire le nectar. Le résultat est une fragmentation de notre conscience, une superficialité de notre engagement et un sentiment persistant d'être débordé sans accomplir ce qui compte vraiment. Bennett mettait déjà en garde contre ce qu'il appelait l'opium de la passivité, représenté à son époque par la lecture de romans à sensation ou le bavardage oisif. Aujourd'hui, cet opium a pris des formes plus sophistiquées et plus addictives. Le défilement infini sur un smartphone, les séries télévisées qui s'enchaînent sans fin,
Les jeux vidéo qui captivent l'attention pendant des heures. Ces activités ne sont pas intrinsèquement mauvaises, elles peuvent offrir un repos légitime ou un plaisir innocent. Le problème survient lorsque leur consommation devient excessive et qu'elle remplace systématiquement les activités qui nourrissent notre croissance, qui cultivent notre esprit ou qui nous rapprochent de nos objectifs profonds, transformant notre temps libre en un vide rempli par le bruit. Gérer l'ennui, la fatigue mentale et le divertissement excessif. L'ennui, un allié méconnu. Notre société a horreur du vide. L'ennui est devenu une émotion à fuir à tout prix. Dès qu'un moment de silence ou d'inactivité se présente, nous nous précipitons sur nos appareils pour le combler. Pourtant, Bennett et la psychologie moderne nous enseignent que l'ennui est un signal précieux. C'est le signe que notre esprit a besoin d'un nouveau stimulus, d'un engagement plus significatif. Loin d'être un ennemi, l'ennui est un terrain fertile pour la créativité, la réflexion profonde et la découverte de soi, à condition de ne pas le fuir. Si nous le laissons exister, il nous pousse à chercher des activités intrinsèquement motivantes, plutôt qu'à nous contenter de distractions superficielles. Apprendre à tolérer l'ennui, c'est apprendre à être avec soi-même et à puiser dans ses ressources intérieures. La fatigue mentale, une excuse fréquente. Je suis trop fatigué pour lire, pour penser, pour faire de l'exercice. Cette affirmation est souvent vraie sur le plan de la fatigue due à la routine de travail. Cependant, comme Bennett l'a déjà souligné, cette fatigue est rarement une fatigue générale de l'esprit. Elle est plutôt une lassitude d'un certain type d'effort mental. La solution n'est pas toujours le repos passif, mais un changement d'activité mentale. Passer d'un travail exigeant à une lecture stimulante ou d'une tâche créative à une marche méditative peut être étonnamment ressourçant. Le vrai repos vient souvent d'une alternance d'efforts variés qui sollicitent différentes parties de notre être. Une bonne nuit de sommeil, une alimentation équilibrée et des pauses conscientes peuvent également grandement aider à gérer cette fatigue. Mais il est crucial de ne pas en faire une excuse pour la passivité. Le divertissement excessif, un vol de temps subtil. Le problème avec le divertissement moderne n'est pas le divertissement en soi, mais son caractère passif et illimité. Les plateformes de streaming et les réseaux sociaux sont conçus pour capter notre attention le plus longtemps possible, souvent sans réelle contrepartie en termes d'enrichissement. Bennett aurait sans doute été horrifié par la quantité de temps que nous sommes prêts à perdre sans intention. La clé est de faire du divertissement un choix conscient et limité, plutôt qu'un réflexe incontrôlé. Il s'agit de privilégier les divertissements qui stimulent l'esprit, un bon film qui fait réfléchir, un jeu qui développe la stratégie, et de fixer des limites claires à ceux qui ne font que combler le vide. Rejeter le divertissement excessif, c'est libérer du temps et de l'énergie pour des activités qui apportent une satisfaction plus profonde et plus durable. Stratégie pratique pour se libérer de la distraction. Se libérer de la distraction est une bataille continue, mais c'est une bataille que l'on peut gagner par des stratégies simples et une discipline douce. La déconnexion consciente. Fixer des limites claires à l'utilisation des écrans et de la technologie. Déterminer des zones sans téléphone, par exemple la chambre, la table à manger, et des temps sans écran, 1 heure avant de dormir le matin au réveil. Désactiver les notifications inutiles. Chaque sonnerie est une invitation à fragmenter votre attention. Bennett nous aurait conseillé de créer des sanctuaires mentaux et physiques où la concentration est reine. Pré-engagement envers des activités essentielles. Comme discuté au chapitre 4, le meilleur moyen de ne pas laisser la distraction combler le vide est de le remplir à l'avance avec des activités significatives. Ayez un plan pour votre soirée. Un livre à lire, un sujet à réfléchir, un cours à suivre. L'absence de plan est une invitation ouverte à la distraction. Accueillir le silence et la solitude. Dans notre monde bruyant, le silence et la solitude sont devenus des raretés. Pourtant, c'est dans ces moments que l'esprit peut se calmer, se recentrer et réfléchir en profondeur. Apprenez à être confortable avec vous-même, sans stimulation externe. Une marche sans musique, un moment assis seul, ces pratiques renforcent votre capacité à la concentration. L'observation de l'impulsion.
La prochaine fois que vous ressentez une impulsion irrépressible de vérifier votre téléphone, d'ouvrir une nouvelle application ou de zapper de chaîne, faites une pause. Observez cette impulsion sans y céder immédiatement. Reconnaissez-la pour ce qu'elle est, une habitude, une tentative de fuir un léger ennui ou une tâche exigeante. Cette pause de quelques secondes peut vous donner le pouvoir de choisir une action plus intentionnelle. Remplacez les mauvaises habitudes par de meilleures. Au lieu de simplement essayer d'arrêter une mauvaise habitude, remplacez-la par une nouvelle. Si vous avez l'habitude de prendre votre téléphone en vous ennuyant, mettez un livre à portée de main à la place. Si le divertissement excessif remplit vos soirées, remplacez-le progressivement par de la lecture, de la réflexion ou de l'apprentissage. La discipline douce nous rappelle que les petites victoires constantes transforment les comportements. La reconnaissance du coût. Prenez conscience du véritable coût de la distraction. Ce n'est pas seulement du temps perdu, c'est du potentiel inexploité, des idées non développées, des relations non approfondies, une vie non vécue pleinement. Visualiser ce coût peut être un puissant motivateur pour se libérer. Se libérer de la distraction moderne n'est pas un acte de privation, mais un acte de libération profonde. C'est reprendre le contrôle de notre bien le plus précieux, notre attention. C'est créer l'espace mental nécessaire pour penser clairement, apprendre profondément et agir avec intention. En domptant l'ennui, en gérant la fatigue mentale avec sagesse et en choisissant nos divertissements avec discernement, nous ouvrons la voie à une vie où chaque moment peut être investi dans ce qui nous rapproche de notre vision la plus élevée de nous-mêmes. C'est un pas essentiel vers la construction d'une vie intérieure forte et d'une existence riche, non pas en dépit des défis du monde, mais précisément en les ayant maîtrisés. Chapitre 9. Le pouvoir du silence et de l'introspection. Après avoir appris à déjouer les pièges de la distraction et à discipliner notre attention dans un monde bruyant et surstimulant, une question essentielle se pose. Une fois le vacarme extérieur réduit au silence, que faisons-nous de l'espace ainsi créé? La réponse se trouve dans l'un des outils les plus puissants pour la maîtrise de soi et la quête d'une vie pleine, le pouvoir du silence et de l'introspection. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de retrouver et de cultiver cet espace intérieur indispensable pour mieux avancer, pour comprendre qui nous sommes réellement et pour diriger notre vie avec une intention véritable. Dans nos sociétés modernes, le silence est devenu une rareté, presque une anomalie. Nous sommes constamment entourés de bruit, celui des villes, des médias, des conversations incessantes et surtout le bruit de nos propres pensées non gérées. De la minute où nous nous éveillons jusqu'au moment où nous nous endormons, notre esprit est bombardé d'informations, de sollicitations, d'opinions. Cette saturation sensorielle et mentale nous rend paradoxalement mal à l'aise avec le silence. Lorsque le bruit extérieur s'estompe, beaucoup ressentent un vide, un malaise, car ce qui émerge alors, c'est le tumulte de leur propre monde intérieur, les préoccupations, les peurs, les doutes, les souvenirs. Par peur de cette confrontation, nous nous précipitons souvent vers la prochaine distraction, l'écran suivant, la conversation suivante, pour combler ce vide apparent. Pourtant, le silence n'est pas un vide mais un espace. C'est l'environnement nécessaire pour que l'esprit puisse se reposer, se réorganiser et se reconnecter à ses sources profondes. L'introspection, quant à elle, est l'acte délibéré de se tourner vers l'intérieur, d'examiner ses propres pensées, émotions, motivations et expériences sans jugement, avec une curiosité bienveillante. C'est le processus par lequel nous apprenons à nous connaître vraiment, au-delà des rôles sociaux et des attentes extérieures. Sans silence, l'introspection est difficilement réalisable. Sans introspection, le silence reste un simple vide, un manque plutôt qu'une opportunité. Les bénéfices profonds du silence et de l'introspection, clarté et perspective. Dans le tourbillon de nos vies, il est facile de perdre de vue l'essentiel. Le silence offre un pas de recul, un répit qui permet de voir les choses sous un angle nouveau. Les problèmes qui semblaient insurmontables sous la pression quotidienne peuvent soudain révéler des solutions évidentes lorsque l'esprit est calme et dégagé. L'introspection nous aide à trier les priorités, à distinguer ce qui est urgent de ce qui est important et à aligner nos actions avec nos valeurs les plus profondes. Amélioration de la prise de décision.
Les meilleures décisions sont rarement prises dans la précipitation ou sous l'influence du stress. Le silence et l'introspection créent un espace où l'intuition peut s'exprimer et où la logique peut être appliquée sans précipitation. En comprenant mieux nos propres motivations et en évaluant calmement les options, nous pouvons faire des choix plus judicieux, qui résonnent avec notre véritable être. Régulation émotionnelle. De nombreuses émotions négatives, colère, frustration, anxiété, prennent le dessus parce que nous ne prenons pas le temps de les comprendre. L'introspection permet de reconnaître ces émotions, d'explorer leurs racines et de les gérer de manière constructive, plutôt que de les laisser nous submerger ou nous dicter nos réactions. C'est un pas essentiel vers la maîtrise de soi émotionnelle. Amplification de la créativité et de l'insight. Les grandes idées ne surgissent que rarement au milieu du chaos. Le silence est un incubateur pour la créativité. C'est dans le calme que l'esprit peut établir de nouvelles connexions entre des idées apparemment disparates, générer des solutions innovantes ou faire des percées intellectuelles. L'introspection nourrit cette créativité en nous aidant à puiser dans notre propre réservoir d'expériences et de connaissances latentes. Réduction du stress et de l'anxiété. Le simple fait de créer des moments de silence et de se tourner vers son monde intérieur peut avoir un effet profondément apaisant. En se déconnectant du flux constant de stimuli, le système nerveux se calme, le rythme cardiaque ralentit et l'esprit trouve un repos bien nécessaire. C'est une stratégie puissante pour contrer les effets néfastes du stress chronique. Construction d'une vie intérieure forte. Dans un monde en perpétuel changement et souvent agité, une vie intérieure robuste est une ancre. Le silence et l'introspection sont les outils pour la construire. Ils nous permettent de nous connaître en profondeur, de développer une résilience émotionnelle et de trouver une source de paix et de sens qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est le fondement de la véritable autonomie et du bien-être durable. Comment intégrer le silence et l'introspection au quotidien, l'approche pragmatique de Bennett? Arnold Bennett, toujours soucieux de la praticité, n'aurait pas prôné des retraites silencieuses de plusieurs semaines pour la plupart des gens, mais plutôt l'intégration de ces pratiques dans le tissu de la vie ordinaire. Le temps de silence quotidien. Dédié. Tout comme la lecture et la réflexion, le silence et l'introspection méritent leur place dans votre routine. Il peut s'agir de 10 à 15 minutes chaque matin au réveil, avant que le monde ne s'éveille, ou de 20 minutes en soirée, avant de dormir. L'essentiel est de le traiter comme un rendez-vous inaliénable avec vous-même. Un moment où vous vous déconnectez consciemment de toute distraction externe et vous tournez vers l'intérieur. La marche solitaire et silencieuse. Bennett valorisait immensément la promenade. Une marche en solitaire, sans écouteurs ni téléphone, est une opportunité en or pour le silence et l'introspection. Observez le monde autour de vous avec une attention pleine, chapitre 3, puis laissez votre esprit vagabonder librement, sans le diriger, juste en observant les pensées qui émergent. C'est un moyen simple mais puissant de clarifier ses pensées et de trouver des solutions. Le journaling comme miroir. L'écriture dans un journal intime est une forme d'introspection active. Mettez sur papier vos pensées, vos émotions, vos questions, vos défis. Le simple fait de les externaliser aide à les structurer, à les comprendre et souvent à trouver des réponses. C'est un dialogue avec soi-même qui révèle des facettes cachées de notre être. Les micro-pauses conscientes. Tout au long de la journée, insérez de courtes pauses silencieuses. Cela peut être 2 minutes avant une réunion, 5 minutes dans votre voiture avant de rentrer chez vous, ou simplement en attendant que le café coule. Utilisez ces moments pour fermer les yeux, respirer profondément et ramener votre attention à votre monde intérieur, observant ce qui s'y passe. Créer un sanctuaire physique. Même un petit coin de votre maison peut devenir un sanctuaire de silence. Un fauteuil près d'une fenêtre, un petit bureau rangé. Le simple fait d'avoir un lieu dédié à cette pratique peut en faciliter l'établissement. Accepter et traverser l'inconfort initial. Les premiers moments de silence peuvent être perturbants. L'esprit, habitué à la stimulation constante, peut résister. Des pensées désagréables ou des émotions refoulées peuvent remonter à la surface. Il est crucial de ne pas fuir, mais de simplement observer sans jugement, sachant que ce processus de nettoyage est une étape nécessaire vers une paix intérieure plus profonde. C'est en traversant cet inconfort que la véritable sérénité s'installe.
Le pouvoir du silence et de l'introspection est d'une portée immense. Il nous permet de nous reconnecter à notre boussole intérieure, à notre sagesse fondamentale, à notre authenticité. En cultivant cette dimension de notre être, nous ne nous contentons pas de mieux gérer notre temps. Nous enrichissons la substance même de notre vie. C'est en osant affronter le silence que nous découvrons la mélodie de notre propre âme. Et c'est en pratiquant l'introspection que nous trouvons la clarté nécessaire pour avancer avec courage et intention dans un monde qui nous pousse constamment à regarder vers l'extérieur. Ce sanctuaire intérieur, nourri jour après jour, est le véritable gage d'une vie simple, pleine et maîtrisée. Chapitre 10. Vivre intensément chaque jour ordinaire. Nous avons, au fil des chapitres précédents, exploré les fondations d'une vie plus riche et plus maîtrisée, la reconnaissance de la valeur universelle du temps, la dissipation de l'illusion de son manque, l'éveil de notre conscience au quotidien, la structuration délibérée de notre temps libre, l'intégration essentielle de la lecture, de la réflexion et de l'apprentissage, la construction d'une discipline douce, la libération des distractions modernes et la cultivation du pouvoir transformateur du silence et de l'introspection. Tous ces principes convergent vers un point culminant, la quintessence de la philosophie d'Arnold Bennett. L'art de vivre intensément chaque jour ordinaire en apportant une qualité nouvelle à chaque action, aussi simple soit-elle. La grande majorité des êtres humains passent leur existence à attendre. Attendre le week-end, attendre les vacances, attendre une promotion, attendre une retraite, attendre que la vraie vie commence. Nous traitons souvent le quotidien comme une simple période de transition, un temps à traverser avant d'atteindre des moments jugés plus significatifs ou plus excitants. Les tâches routinières sont expédiées, les interactions habituelles sont superficielles et les moments banals sont vécus en mode pilote automatique, comme si le bonheur et l'épanouissement ne pouvaient se trouver que dans l'extraordinaire. Cette mentalité est pourtant une des plus grandes tragédies de l'existence, car elle nous prive de la substance même de la vie. La vérité est que les jours ordinaires ne sont pas une attente, ils sont la vie elle-même. Ils constituent la quasi-totalité de notre existence et c'est en eux que réside le véritable potentiel de transformation. Vivre intensément chaque jour ordinaire ne signifie pas remplir chaque minute d'événements extraordinaires ou de quêtes héroïques. Cela signifie plutôt apporter une conscience, une intention et une profondeur accrue aux actions les plus simples et les plus répétitives de notre quotidien. C'est l'art de transformer le banal en sacré, le routinier en significatif, le courant en précieux. C'est comprendre que la qualité de notre vie ne dépend pas tant des circonstances extérieures que de la manière dont nous choisissons de les percevoir et de les vivre. Apporter une qualité nouvelle à chaque action. La présence au cœur de l'ordinaire. C'est le prolongement direct de l'éveil de la conscience, chapitre 3. Qu'il s'agisse de préparer un repas, de faire la vaisselle, de se déplacer ou d'écouter un proche, l'action est transformée par la pleine présence. Lorsque vous mangez, goûtez pleinement chaque saveur, chaque texture. Lorsque vous marchez, ressentez le sol sous vos pieds, observez les détails de votre environnement. Lorsque vous écoutez, donnez toute votre attention, sans jugement, sans anticipation. Chaque acte, lorsqu'il est investi de votre pleine présence, cesse d'être une simple tâche pour devenir une expérience riche et vivante. L'intentionnalité dans le moindre geste. Ne laissez pas l'habitude dicter vos actions. Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que je fais cela? Quelle est mon intention derrière cette action? Même balayer le sol peut être fait avec l'intention de créer un espace propre et paisible, plutôt que comme une corvée à accomplir. Chaque tâche, aussi humble soit-elle, peut être élevée par une intention claire, la transformant en un acte délibéré de création ou de contribution. La maîtrise en miniature. Appliquer l'art de penser aux micro-défis du quotidien. Comment puis-je organiser cette petite tâche plus efficacement? Comment puis-je améliorer cette compétence mineure? Comment puis-je aborder cette interaction habituelle avec plus d'empathie ou de clarté? Chaque petite amélioration, chaque petite prise de conscience contribue à un sentiment général de compétence et de satisfaction. La valorisation de chaque minute. Bennett nous a rappelé la valeur universelle de nos 24 heures, chapitre 1. Cette valeur ne se limite pas aux heures de travail ou aux moments de loisirs planifiés. Une minute passée à attendre son bus, si elle est vécue avec intention, en observant, en respirant, en réfléchissant,
est une minute vécue pleinement, et non une minute perdue. C'est la reconnaissance que le temps est la vie, et que chaque parcelle de ce temps mérite notre pleine attention. Les routines comme cadre de l'excellence. Loin d'être des contraintes, les routines établies avec une discipline douce, chapitre 6, sont des structures qui libèrent notre énergie mentale. En automatisant les décisions mineures et en intégrant les activités nourrissantes, elles créent un espace où la créativité et la présence peuvent s'épanouir. Elles permettent de consacrer notre esprit non pas à la gestion des tâches, mais à la qualité de leur exécution et à l'expérience que nous en tirons. La quête de la beauté dans le commun. Entraînez votre regard à percevoir la beauté, la complexité et l'émerveillement dans les choses les plus simples. La lumière du soleil sur un mur, le son de la pluie, le sourire d'un inconnu, le motif d'une feuille. Cette cultivation de l'appréciation transforme le quotidien de fade à fascinant, de banal à extraordinaire. Dépasser la résistance à l'ordinaire. La principale résistance à cette manière de vivre vient de notre conditionnement. Nous sommes poussés à la nouveauté, à l'excitation, à l'exceptionnel. Le monde nous vend le rêve d'une vie faite de grands moments, nous incitant à déprécier la richesse cachée dans la simplicité. Bennett nous confronte à notre paresse mentale, à notre tendance à différer le vrai vivre pour un futur hypothétique. L'ennui, la fatigue, la superficialité ne sont pas des fatalités, mais des conséquences d'une attention mal dirigée. L'impact de vivre intensément chaque jour ordinaire est profondément transformateur. Premièrement, la vie cesse d'être une attente. Chaque journée, chaque heure, chaque instant devient un chapitre à part entière, rempli de sens et d'opportunités. Le sentiment de passer à côté de sa vie s'estompe. Deuxièmement, la satisfaction et la paix intérieure augmentent. En trouvant la joie et le sens dans le présent, on cultive un état de gratitude et de contentement qui ne dépend pas de l'acquisition de plus de biens ou de la réalisation de grands accomplissements. Troisièmement, cela renforce notre résilience. En étant pleinement présents et en maîtrisant les petits défis du quotidien, nous développons une force intérieure qui nous permet de mieux affronter les grandes épreuves de la vie. Une vie faite de moments conscients est une vie robuste. Enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est la véritable expression de la maîtrise de soi. C'est la capacité de faire de chaque moment, quel qu'il soit, une opportunité de croissance, de beauté et de sens. C'est l'ultime liberté, celle de choisir comment nous allons expérimenter notre unique et irremplaçable chemin de vie. En embrassant l'art de vivre intensément chaque jour ordinaire, nous transformons non seulement notre rapport au temps, mais aussi notre rapport à l'existence elle-même. Nous cessons de courir après une chimère du bonheur lointain pour le trouver ici et maintenant, dans le tissage subtil de chaque action, chaque pensée, chaque souffle. C'est dans ce dévouement humble mais puissant à la qualité de l'instant présent que se forge une vie véritablement pleine, riche, maîtrisée et profondément inspirante. Maintenant que nous avons parcouru ensemble ces 10 chapitres, explorant chaque facette de la maîtrise du temps et de la vie inspirée par Arnold Bennett, j'espère que ces idées ont trouvé un écho en vous. Si ce voyage vous a apporté de la valeur, des réflexions ou des pistes pour transformer votre quotidien, votre soutien est précieux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures explorations et continuer à grandir avec nous. Votre engagement est le meilleur carburant pour ces partages.